Edward Snowden, bonsoir. Vous avez appris le français à Genève. Euh, Désolé, je parle seulement un petit peu de français. Qu'est-ce qui est humainement le plus dur pour vous aujourd'hui? Vous êtes en exil, vous subissez une pression incroyable. Qu'est-ce qui est personnellement le plus difficile? Recognizing that I can't go home again. C'est le fait d'être conscient que je ne peux plus rentrer chez moi. L'exil est une mesure ancienne et infamante. C'est quelque chose qui n'arrive plus très souvent. Typiquement, cela ne se prolonge pas sans fin. Mais on voit de plus en plus de cas, surtout quand il s'agit d'une grande puissance mise dans l'embarras. Ils peuvent alors appliquer une pression durable. J'ai payé le prix fort. Je ne peux pas voir ma famille aussi souvent que je le pouvais. Je ne peux pas voir mes amis, mes collaborateurs, mes collègues. Je ne peux plus faire le travail où je pensais pouvoir amener quelque chose. Et je ne peux plus voir mon chez-moi. Mais je ne pense pas avoir échoué, je ne me sens pas déprimé, je me sens plein d'énergie et encouragé. Je me réjouis de me réveiller chaque matin, parce que malgré ce que j'ai perdu, j'ai la possibilité de faire ma part. Je sais que gagnant ou perdant, j'ai essayé de changer les choses et jusqu'à un certain point, je pense que je l'ai fait. Dans la cérémonie des Oscars, il y a ce moment extraordinaire quand quelqu'un fait le jeu de mots entre raison et trahison. Je crois que ça vous a fait rire vous-même. L'humour, ça me frappe chez vous, hein, Edward Snowden. Vous arrivez encore à en avoir dans la situation où vous êtes? Oui, c'est vrai, la majorité des gens ont eu le sentiment d'un outrage ou d'une insulte impardonnable. Moi, je pense qu'on doit garder le sens de l'humour. Personne n'est au-delà de la critique. Certains disent « Vous êtes un traître, c'est de la trahison ?» Moi, je réponds « C'est OK ». Mon pays est né d'un acte de trahison. À l'origine, nous étions une colonie britannique. Et s'il n'y avait pas eu des gens pour se mettre debout et pour transgresser la loi, mon pays et ses valeurs n'existeraient pas. Il y a une citation célèbre disant « Si c'est de la trahison, alors il faut en profiter un maximum ». C'est tout ce qu'il y a à dire. Quel était votre rêve, Edward Snowden? Quand vous êtes entré au service de la CIA, vous saviez bien que vous n'entriez pas au service d'une chorale. Il y avait quand même une motivation, un rêve qui a été déçu visiblement. Qu'est-ce que c'était? Le concept du renseignement n'est pas comme dans les films. Cela ne devrait jamais être comme ces fantaisies à la James Bond. On défonce des bâtiments, on tue des gens, on brûle des maisons, des bases militaires. En réalité, il s'agit de protéger la société et les civilisations, non par des actes criminels, mais plutôt en trouvant la vérité. En exprimant cette vérité aux personnages les plus puissants de votre gouvernement, pour être sûr que leur politique soit en ligne avec les faits. La plus grande tragédie après le 11 septembre, c'est que les politiques de notre gouvernement ont divorcé des faits. On a commencé une guerre sur la base de fausses informations que les plus hauts personnages de l'État savaient fausses. Est-ce que vous croyez qu'un procès honnête pour vous est possible aux États-Unis? Je travaille très dur avec mes avocats depuis longtemps déjà pour essayer d'obtenir les garanties d'un procès honnête aux États-Unis. Malheureusement, le ministère de la Justice n'a voulu aucun arrangement. La seule chose qu'ils ont dite est qu'ils n'allaient pas m'exécuter.
Which I think that's, Tout le monde se sentirait un peu plus à l'aise en entendant ça, mais ce n'est pas la même chose que d'accepter un procès juste et ouvert. Nous ne voulons pas de présentation secrète des preuves, pas de témoins secrets, pas d'interprétation secrète de la loi. Sur ces points, le gouvernement n'a pas accepté de compromis, ni même de discuter. Vous avez toujours dit « je suis un patriote ». Est-ce que vous voulez retourner aux États-Unis? Est-ce que le but pour vous est de retourner aux États-Unis? Absolument, je l'ai toujours dit. Parce que pour moi, le patriotisme, ce n'est pas aimer un gouvernement. Le patriotisme, c'est aimer un pays. Le patriotisme, c'est aimer son peuple en essayant de faire le mieux possible pour lui. Il ne s'agit pas de dire que le gouvernement a raison, quelles que soient ses décisions, parce que les gouvernements ont souvent tort. Les gens qui aiment vraiment leur pays sont ceux qui se lèvent, qui disent ce qui ne va pas et qui essaient de le corriger. En Suisse, vous avez compris beaucoup de choses. Vous montrez aussi à quel point la Suisse était une plaque tournante pour le renseignement, pour la surveillance de masse. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Je n'ai pas d'informations classifiées récentes, bien sûr. Je n'y travaille plus. Mais la raison qui a rendu la Suisse si intéressante comme capitale de l'espionnage, en particulier Genève, n'a pas changé. Ce sont toujours les sièges internationaux, les Nations Unies, l'OMS, l'OMC, le CICR. Il y a des représentations des gouvernements étrangers, les ambassades, les organisations internationales, les ONG. Quantité d'organisations et tout cela dans une seule ville. Vous avez des flux exceptionnels de capitaux et d'argent à Zurich. Vous avez une plaque tournante des accords bilatéraux et des échanges internationaux à Berne. Donc en Suisse, je peux le dire, il y a toujours une présence active des États-Unis en ce qui concerne l'espionnage. Malheureusement, la question n'est pas tellement de savoir si la Suisse doit créer des lois plus strictes ou créer des pouvoirs supérieurs pour surveiller les gens. Ce n'est pas un problème de pouvoir relatif, c'est plutôt le fait de poursuivre les mauvais comportements quand on a des motifs. Cela voudrait dire appliquer les règles qui sont déjà en vigueur. L'espionnage est illégal en Suisse déjà. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle loi ou d'une autorité pour le dire. Il suffirait d'enquêter sur les cas que vous trouvez et d'aller jusqu'au bout et de poursuivre l'enquête de manière juste, sans tenir compte de qui est l'accusé dans les actions en cours. Quand vous étiez agent ici à Genève, est-ce que vous aviez une crainte du contre-espionnage suisse ou bien vous travaillez complètement librement? Non, on n'avait aucune crainte. Les services suisses n'étaient pas considérés comme une véritable menace. Au contraire, des services français connus pour être sophistiqués et agressifs. Les services suisses sont aussi très compétents et très professionnels, mais ils sont petits. Et par bien des façons, ils sont sous emprise américaine. La Suisse se présente comme neutre. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai, mais hélas, dans le domaine du renseignement, ce n'est pas tout à fait le cas. Je ne veux pas mentionner spécifiquement telle accusation ou controverse. Cela ne devrait pas être à moi de décider quelles informations doivent être rendues publiques ou non. C'est le rôle des institutions de presse. Mais pourtant, il est bien établi qu'il y a eu des opérations de la CIA en Suisse. Des agences de la CIA engagées dans des dossiers d'armes de destruction massive. Des gens impliqués dans la prolifération nucléaire, engagés dans des violations extraordinaires de la loi en Suisse, en Allemagne et dans les régions proches. Et malheureusement, il y avait une influence politique dans ces cas, et cela montait jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. C'est la raison pour laquelle des représentants du gouvernement américain, même quand ils transgressent des lois en Suisse, éprouvent un certain confort, sachant qu'il n'y aura ni conséquences ni répercussions. Quelle est votre situation, Edward Snowden, actuellement? Les États-Unis ont annulé votre passeport, c'est bien ça?
Yes, I was en route to Latin America. Oui, j'étais en route pour l'Amérique latine pour demander l'asile en Équateur. Mais hélas, dès que j'ai quitté Hong Kong, les États-Unis l'ont appris et ils ont annulé mon passeport, ce qui m'a bloqué sur place, en Russie. Je n'ai jamais choisi d'être en Russie, j'y ai été forcé. Et pendant que j'étais à l'aéroport en Russie, j'ai demandé l'asile à 21 pays dans le monde, la majorité étant à l'ouest et au centre de l'Europe. Malheureusement, aucun pays européen n'a donné son accord pour m'offrir l'asile, donc je reste ici. Quel autre sanctuaire est possible? Vous ne pouvez pas rester indéfiniment en Russie. Quel autre sanctuaire est possible? Il semble assez probable, on parle en termes pratiques là, que mon gouvernement ne me laissera jamais quitter la Russie. Les États-Unis ne veulent certainement pas me voir voyager, mais il est possible, à n'importe quel moment, qu'un gouvernement européen ne soit plus d'accord avec cette politique de mise en exil. J'aimerais beaucoup retourner dans un endroit comme la Suisse. Certains de mes meilleurs souvenirs sont à Genève. Vous faites des heureux dans la salle. Vous savez, pardon, Edouard, un certain nombre de gens aimeraient vous faire venir comme réfugié politique en Suisse. Sérieusement, est-ce que c'est une hypothèse qui est intéressante pour vous? Le fait que ce soit un pays neutre, au centre de l'Europe, est-ce que ce serait intéressant? Je crois que la Suisse serait une excellente option politique. De par sa neutralité historique, de son passé, cela permettrait à la Suisse d'affirmer de manière polie que la neutralité est importante, que le droit est important, que les lois sont importantes et que la liberté est importante. En même temps, elle ne pourrait pas être accusée d'entreprendre des activités anti-américaines comme d'autres gouvernements peuvent être accusés de le faire. Je pense que ce serait quelque chose d'acceptable pour les États-Unis, en dépit de ce qu'ils clameraient publiquement. Mais à la fin, ce n'est pas une question pour moi et le gouvernement américain ou qui que ce soit d'autre. C'est une discussion entre les citoyens suisses, leurs politiciens et le Conseil fédéral. Barack Obama a dit que vous n'étiez pas patriote. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est OK d'avoir ces désaccords. C'est pas à moi de dire au président des États-Unis ce qu'il doit penser ou non, ce serait arrogant et incorrect. Il a certainement une opinion différente là où il est. Mais maintenant, 2 ans après que ces accusations ont été proférées contre moi, nous pouvons juger, non pas en termes d'émotion ou de personne, mais sur les faits et sur l'histoire. Il a dit que j'avais rendu mon pays et d'autres pays dans le monde moins sûrs, que j'allais coûter des vies humaines, que des soldats américains allaient mourir, que j'aurais du sang sur les mains. Si on regarde en arrière, en juin 2013, c'était une période terrifiante. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Ils pensaient que j'étais un espion chinois, que j'étais un espion russe. Dieu seul sait ce qu'ils disent de moi maintenant. Mais quand on examine les choses, en réalité, on est plus en sécurité maintenant qu'on ne l'a jamais été auparavant. On n'a pas vu le nombre de soldats tués augmenter, au contraire, il a diminué. Il y a moins de victimes maintenant. En fait, les attaques terroristes récentes qui ont eu lieu ont été commises par des individus que les services de renseignement connaissaient déjà auparavant. Le problème n'était pas la remise en question des programmes de surveillance de masse. Lors des attaques comme celle de Charlie Hebdo en France, ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de surveiller ces individus. On doit se demander pourquoi c'est comme ça. Moi, je pense que les programmes de surveillance de masse qui nous surveillent, tous, électroniquement, sont très chers. Ils requièrent de la science, de la recherche et des programmes informatiques très coûteux.
Ils demandent d'adapter des lois, ils mobilisent l'attention des parlementaires et des gens de loi. Ce sont des ressources qui pourraient être déployées ailleurs. On aurait pu les allouer aux méthodes traditionnelles, à l'ancienne. Des méthodes de police qui, elles, ont fait leurs preuves. On sait qu'elles peuvent prévenir des attaques terroristes et qu'elles sont efficaces, plutôt que ces méthodes de surveillance de masse dont l'efficacité n'est pas prouvée. Vous devez me croire sur parole. À la veille de 2013, la Maison-Blanche et le président ont nommé 2 commissions indépendantes qui ont eu un accès complet aux documents secrets. Ils ont pu interroger tous les dirigeants des services secrets. Et ils ont obtenu la version de l'histoire qu'ils refusent de nous dire. Le résultat du travail de ces 2 commissions est que la surveillance de masse, bien que mise en place il y a une dizaine d'années, n'a jamais arrêté une seule attaque terroriste. La question est pourquoi est-ce qu'on continue à investir des ressources dans des programmes dont on sait qu'ils ne sont pas efficaces, dont on sait qu'ils n'assurent pas notre sécurité? Est-ce que vous mettez encore de l'espoir en Barack Obama? Il est dans la 2e partie de son mandat. Certains ont désespéré de lui, d'autres disent il peut encore faire des choses. Est-ce que vous mettez de l'espoir dans votre combat en lui? J'essaie de ne pas me concentrer sur moi-même parce que finalement, ce qui m'arrive à moi n'est pas important. Cela semble insensible de dire ça. Mais au-delà de ce que vous pensez de moi, que vous me regardiez comme un héros ou un terrible traître, je n'ai été que le mécanisme de la révélation. Ceux qui ont poussé pour que ça sorte sont la presse, les journaux, les militants, les avocats, des citoyens ordinaires. Ils ont dit que nos droits sont importants et qu'il faut agir. Si on remet ça dans le contexte du président, le sujet n'est pas de savoir s'il va faire quelque chose me concernant, mais ce qu'il fera pour nous. Le président des États-Unis a le pouvoir, sans changer aucune loi, de lever simplement son stylo et de mettre fin au programme qui surveille les conversations téléphoniques de tous les Américains. 330 millions de personnes dont les données privées sont interceptées, stockées et analysées sans qu'elles soient suspectées d'aucune activité criminelle. Ils pourraient mettre fin à ça aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que les programmes de surveillance de masse ont été révisés? Est-ce qu'ils ont changé ou bien est-ce que ce sont uniquement des promesses qui sont déjà passées? Ils n'ont pas été changés de façon substantielle. Il y a eu quelques changements mineurs. Ils ont dit « Ok, nous continuerons à collecter toutes vos données. Si vous êtes un citoyen étranger, vous ne disposez d'aucune protection juridique indiquant que nous allons vous espionner moins activement. Quand nous publierons des rapports sur vos activités, nous cacherons vos noms si ce n'est pas important, et ce genre de choses. Mais ils sauront pour qui vous travaillez, ce que votre entreprise produit, à qui elle vend, qui sont vos amis, avec qui vous couchez, à qui vous parlez au téléphone. Ils vous diront, ce ne sont pas les parties importantes de ce rapport, nous verrons bien quelle partie nous intéresse. C'est mieux que rien, mais cela demeure une violation très grave de nos droits. Est-ce qu'il y a selon vous une vraie tentation totalitaire de la NSA, du système américain? Je ne pense pas que les gens qui travaillent à la NSA soient des gens méchants. Je ne pense pas qu'ils veuillent blesser qui que ce soit, violer les droits de qui que ce soit. Je suis bien placé pour le savoir, j'étais l'un d'entre eux. Ils avaient les mêmes préoccupations que les miennes ou les vôtres. Mais ils pensent qu'ils sont impuissants à changer les choses parce que ces décisions se prennent à un niveau bien supérieur. Ils croient aussi que le résultat de ces activités est bon. Ils se disent, si nous parvenons à stopper une attaque, ça justifie tout, même si aucune attaque n'a été stoppée sur cette base pour l'instant.
Ça fait partie du défi de reconnaître que même des gens avec de bonnes intentions peuvent commettre des actions dangereuses et mauvaises. Est-ce qu'une autre vie est possible après tout ça? J'espère, à vous de me le dire. Laquelle? Quelle vie est possible après une aventure pareille? Pour le moment, je suis très investi pour aller de l'avant dans la communauté technologique, avec des collègues actifs dans la recherche sur l'informatique et l'anonymat. Il s'agit de trouver des méthodes pour protéger nos communications tout autour du monde. Si on y réfléchit en termes de loi, c'est assez difficile. Vous pouvez faire passer les meilleures lois pour protéger la sphère privée que l'histoire ait jamais vue. En Suisse, en Allemagne ou en France, mais dès que vos communications passent la frontière électroniquement, elles sont soumises à des lois différentes et ces changements de loi seront exploités. Le résultat de tout ça est que les lois ne peuvent protéger nos communications, nos vies privées, qu'à l'intérieur des frontières de notre propre pays. Can only protect our communications, they can only protect our private lives within the borders of our own countries. Si nous voulons protéger les droits des personnes au-delà, défendre les droits de l'homme en Chine, en Afrique, en Irak, en Corée du Nord, en Amérique latine et même aux États-Unis, cela peut être fait uniquement au niveau des systèmes que tous les pays du monde emploient. C'est là-dessus que je me concentre et ce sera la deuxième phase de ma démarche. Qu'est-ce qui vous manque dans la vie quotidienne aujourd'hui? Vous êtes en exil, dans la vie normale telle que vous pouviez la voir à Genève ou ailleurs. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? You know, there's this incredible atmosphere in Geneva that Vous savez, il y a cette atmosphère très particulière à Genève, qui est très différente de beaucoup de villes de par le monde. En ce sens qu'on rencontre tant de gens qui ont des valeurs si opposées, une telle diversité, mais qui trouvent tous des moyens de mettre cela de côté, de cohabiter, de vivre ensemble et de créer une société vibrante et mélangée. Quand vous marchez au bord du lac, aux fêtes de Genève par exemple, en regardant les feux d'artifice, vous regardez à gauche, à droite, les gens parlent des langues différentes, leur peau est de couleur différente, mais vous pouvez sentir qu'on fait tous partie de la même humanité. C'est quelque chose de très beau et ça me manque beaucoup. Vous êtes tellement américain, Edward Snowden. Est-ce que la logique des États-Unis, elle n'est pas forcément impériale? Est-ce qu'il y a une tentation forcément de domination du monde des États-Unis, ou est-ce que ça peut changer? Je crois qu'on commence à se détourner de l'idée que les États-Unis doivent être assis au sommet du monde et dicter toute décision dans toutes les sociétés. Parce que ce sont des politiques de conflit. Et bien qu'elles puissent fonctionner et être politiquement bénéfiques à certaines classes de personnes, à certains membres de l'élite, elles ne sont pas bonnes pour les sociétés. Je ne parle pas seulement de la communauté internationale et de savoir si le monde est d'accord avec ça. Beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec ça. Je pense que c'est mauvais pour les Américains aussi. À la fin, si on mène des politiques qui ne réduisent pas le niveau de violence, nous risquons davantage de conflits par des positions politiques musclées et agressives. Inévitablement, cela va générer un accroissement de la violence et des tensions qui ne bénéficient à personne. Edward Snowden, merci. Merci beaucoup.